Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez lu des choses cette semaine ou dernièrement. N'hésitez pas à m'en faire part. Moi, ça m'intéresse toujours. Euh, Aujourd'hui, on va parler principalement d'un. Je suis allé au marché de la poésie à Paris pour la maison d'édition où je travaille. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle est arrivée. Il y a des fois, il y a des choses assez surprenantes. Euh, J'étais avec un de mes auteurs, Henri-Michel Hierret, qui a écrit un ouvrage de poésie en ouchi et en français. Ça s'appelle Polo Couman, Polo parle, je vous en parlerai une autre fois. Euh, et je vois quelqu'un arriver qui me dit: Est-ce que tu me reconnais? Alors moi, je ne suis pas du tout physionomiste, mais comme je dis souvent, je suis toujours très reconnaissant. Je me suis dit: J'ai déjà vu cet homme quelque part. Et il me dit: Je suis Christophe. Ah, je dis: Ok, donc on s'est vu pendant la pandémie, mais uniquement en live, hein, en fait. Il se trouve que pendant la pandémie, Régine de Tambel euh, avait lancé un appel sur Facebook pour qu'il y ait des personnes qui puissent se rassembler pour faire des lectures aux personnes qui étaient isolées. Et on était, je sais pas, une quarantaine de personnes, la plupart en France, j'étais le seul qui était en Suisse, euh, à faire des lectures à ces personnes isolées. Et tous les soirs, on se retrouvait et on parlait un petit peu des lectures qu'on avait faites avec les différentes personnes. Et puis, euh, voilà, on a fait ça pendant 4 mois à peu près. Et c'était génial, c'était vraiment. Et, euh, et donc Christophe était là et faisait partie du groupe. Il est également musicothérapeute. Voilà. Euh, et puis, on était en train de discuter et je vois une autre personne. Donc, le groupe, en fait, ça s'appelait Lire et Relier. Et oui, le groupe s'appelait Lire et Relier. Et il y a une autre personne qui arrive, Sonia, qui faisait également partie de Lire et Relier. Euh, et nous, on s'était rencontrés quand même quelques fois. Mais elle n'avait jamais rencontré Christophe. Voilà, donc c'était vraiment surprenant. Assez drôle, vraiment, ces retrouvailles très, très sympathiques. Il se trouve que la veille, j'étais chez mon amie Jacqueline, que j'ai rencontrée comme ça par Lire et Relier. Et on est devenus amis. Et Jacqueline est quelqu'un qui m'a fait découvrir des auteurs incroyables, euh, comme Yanis Ritsos ou un autre auteur dont je vais vous parler beaucoup ce soir, Joël Bousquet. Voilà. Et donc, là, je vais faire un petit tour du marché de la poésie, mais principalement du retour des livres que Jacqueline m'a offert, euh, et d'un livre en particulier qui s'intitule Joël Bousquet, Une vie à corps perdu, qui a été écrit par Édith de la Héronnière, et donc qui est une biographie de Joël Bousquet. Moi, je ne connaissais pas du tout cet écrivain avant de rencontrer Jacqueline il y a 2 3 ans. Puis elle m'a fait découvrir et j'en ai. Voilà, il y en a plein ici. Enfin, moi, c'est un auteur que j'adore maintenant. Vous allez comprendre la spécificité de Joël Bousquet. Au fur et à mesure, vous allez découvrir sa vie, une vie très particulière, et un grand poète. Et donc, je vais intercaler des lectures de cette biographie avec d'autres lectures. Et si vous avez envie de parler, n'hésitez pas. Je regarde un petit peu. Oui, il y a un petit peu de monde déjà. Donc n'hésitez pas à me dire bonjour, à dire quoi que ce soit. Moi, je vous réponds entre deux. On peut parler d'autre chose que des livres que je suis en train de lire. Il n'y a aucun problème. On est là pour parler, pour partager en fait autour du livre principalement. Voilà.
Retournant en arrière dans ma mémoire, je m'arrête à ce jour de ma 25e année, où une personne aimée déposa sur la table de mon bureau à Vézelay un petit livre de la collection blanche de Gallimard en me disant d'y jeter un coup d'œil, car cela devait me plaire. Le livre, mis au rebut par une bibliothèque parisienne des beaux quartiers, avait échoué là, entre des mains attentives. Il s'agissait des Lettres à Poisson d'Or de Joé Bousquet. Je n'y jetais pas seulement un coup d'œil, je me plongeais dans sa lecture jusqu'à la dernière ligne de la dernière page. J'eus même envie de le secouer pour voir s'il ne tomberait pas encore quelques lignes de cette écriture miraculeuse. Une émotion m'avait saisi, la certitude que je venais de rencontrer un écrivain qui n'allait plus jamais me quitter. Chacun d'entre nous a pu connaître un tel choc à la découverte d'un auteur. Dans mon cas, je peux dire que les réflexions, la pensée, les aphorismes poétiques de Joé Bousquet se sont rappelés à moi dans tous les temps de ma vie. Ils m'ont conduit ou éclairé. Ils m'ont surtout servi d'amers, ces repères terrestres pour les marins égarés dans la nuit. Un écrivain qui vous accompagne devient un ami, toujours lointain, de par l'impossibilité de communiquer avec lui, et pourtant très intime. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des chocs littéraires, si vous avez des amis comme ça, écrivains, des auteurs que vous suivez, que vous aimez, que vous avez... mais n'hésitez pas à m'en parler. Enfin, voilà, on est là pour ça aussi. Et je vais profiter de cette introduction pour vous lire un petit extrait de La Côte de Max Jacob, recueil de chants celtiques, avec des aquarelles de Max Jacob. Voilà. Et une introduction de Pierre-Jacques Azéliaz. Et ça s'intitule Retour du marin. Et voilà l'illustration. Ça, c'était aux éditions du Layeur. À chaque fois que je vous parle d'un livre, je mettrai les références de ce livre-là sur le site internet qui est marqué en haut. Comme ça, demain, vous pourrez retrouver tous les livres dont j'ai parlé. Puis si vous voulez réécouter l'émission, réécoutez-les là, si vous voulez la partager à d'autres personnes. Voilà. Et c'est très drôle ce poème. Parce que ça, c'est aussi un livre que Jacqueline m'a donné. Voilà. C'est pour ça aussi que je fais le lien. Je fais un lien, je vais me balader comme ça à travers cette bibliothèque qu'elle m'a donnée au marché de la poésie. Retour du marin. Oula, Jacqueline. Voilà mon amie Jacqueline. Voilà, donc Jacqueline, j'étais parti sur Joé Bousquet, et puis Joé Bousquet me fait aller directement vers La Côte de Max Jacob. Retour du marin. J'ai reconnu la voix du perroquet que je t'ai donné, celui qui répétait le premier vers de notre chanson d'amour. J'ai reconnu les feuilles des arbres et les branches en cerceau. J'ai reconnu les galons de ton costume à la fenêtre. Mais tu chantes une jabadao que je ne reconnais pas. Ah, tu observes bien le mouvement de la chanson. Tu chantes avec soin. N'as-tu pas la voix fatiguée, oublieuse? Je reste caché, et tu ne devines pas ma présence, car tu n'as pas les yeux de l'amour. Mais tu pratiques bien les devoirs de l'hospitalité, à ce que je vois. Puisqu'un homme est dans cette maison, un homme t'embrasse à son aise. Adieu donc. Le perroquet, quand je serai sur la mer, je l'entendrai redire le premier vers de notre chanson d'amour. Et c'est drôle ce texte, parce que lors de Lire et Relier, j'avais une dame à qui je lisais régulièrement des textes, et cette dame en est vite arrivée sur ses vacances quand elle était jeune, et qu'elle allait en Bretagne, à Perros-Guirec, et elle était en maison de retraite à ce moment-là, mais il y avait sa fille qui avait toujours cette maison à Perros-Guirec. Et dans cette maison à Perros-Guirec, il y avait un perroquet. Et à la fin de Lire et Relier, elle m'a envoyé sa fille m'a envoyé une carte avec une photo de ce perroquet. Voilà, donc c'était... voilà.
un lien tellement facile à faire. Alors, je continue toujours avec cette biographie donc de Édith de la Héronière. On va petit à petit découvrir qui est Joël Bousquet. Aveu d'adulte qui s'éclaire par une autre réflexion, la reconnaissance en lui, à l'adolescence, d'un refus forcené de ce que l'on appelle l'identité sociale. Je voulais m'empêcher de devenir quelqu'un, avoir le plus de réalité possible sous les espèces d'un être que nul ne pourrait définir. Je voulais être une épave. En reconnaissant son aversion pour les rôles et les identités comme autant de pièges dans lesquels il risquait de tomber, à l'âge où la vie n'a pas encore de contours précis, Joël Bousquet affirme son désir d'échapper à la forme, à toute incarnation sociale ou psychologique. Surprenante parenté avec Gombrowicz, dont l'œuvre inlassablement s'est appliquée et enchantée à dénoncer l'entrée dans la forme. C'est là, très tôt, une véritable résolution intime, une détermination et un travail intérieur qu'il entame pour se déconditionner. Un but qu'il va poursuivre toute sa vie. Ne jamais se conformer à soi-même, échapper à la nécessité d'incarner au milieu des hommes une figure prévue. Et j'avoue que toute sa vie, il va s'attacher à ça, et c'est incroyable. En décembre 1920, encouragé par son père, Joël Bousquet décide de préparer un concours de littérature. Il a par ailleurs rencontré le poète français Paul Alibert, un ami de Gide, qui l'incite vivement à écrire et le met en contact avec André Gaillard et Jean Ballard. Ce dernier a fondé avec Marcel Pagnol la revue Fortunio, laquelle devient en 1925 les Cahiers du Sud. C'est ainsi que débute pour Joël Bousquet non seulement des liens littéraires très solides, mais aussi à partir de 1928, une collaboration étroite aux Cahiers du Sud, laquelle durera jusqu'à sa mort. L'amitié s'invite comme enchantement affectif, mais aussi comme catalyseur de ses dons. Dès cette époque, grâce à l'attention particulière qu'il porte à chacun, grâce à sa générosité, il se voit entouré d'un réseau d'amis indéfectibles, lesquels se rencontrent et se relaient à son chevet. Et là, je vais vous dire pourquoi il se relaie à son chevet. Il se relaie à son chevet parce qu'en fait, Joël Bousquet, au chemin des Dames à Verdun, à un certain moment où son capitaine, qui était prêtre, lui avait dit de ne pas aller à l'assaut. Lui, il décide d'y aller avec ses bottes rouges. C'est un peu visible. On se posera un peu la question de savoir le côté volontaire d'aller directement comme ça. Et il se retrouve avec une balle qui le traverse et qui lui perfore, les poumons, etc. Et donc il va rester paralysé toute sa vie. Enfin paralysé, il ne pourra plus marcher. Et il sera en fait dans son lit toute sa vie. Il sera de temps en temps dans une chaise roulante. De temps en temps, il y a un ami poète qui l'emmènera dans sa voiture pour aller faire un tour. De temps en temps, il ira au bord d'une rivière en chaise roulante avec quelqu'un, mais sinon, le reste du temps, il sera constamment dans sa chambre. Et sa chambre sera vraiment le lieu de sa vie. Donc de 1918 à 1950. Par eux, le monde extérieur vient à lui, mais aussi leur propre monde intérieur, car ils sont poètes, professeurs, écrivains, peintres, philosophes. Autour de lui se forme tout naturellement une conque d'amitié composée de Claude Estève, professeur de philosophie au lycée de Carcassonne, du jeune philosophe Ferdinand Alquier, de René Nelly, de Pierre et Maria Cyr, tous écrivains de la cité de Carcassonne. En fait, Joël Bousquet restera toute sa vie à Carcassonne. Une sorte de berceau de camaraderie, de disputes et de polémiques. Certains d'entre eux apparaissent au milieu de l'après-midi, d'autres tard dans la nuit. Sa porte
reste toujours ouverte. Et là, je vais vous lire un petit extrait, justement des Cahiers du Sud, je vous ai parlé, donc c'est toujours un beau cadeau de Jacqueline, mon amie Jacqueline. Je suis tellement touché par ces cadeaux. Et Cahiers du Sud, dans lesquels Joël Bousquet a beaucoup écrit. Et là, c'est un numéro qui est paru en 1961, donc ça faisait plus de 10 ans que Joël Bousquet était décédé. Et là, on voit une photo de Joël Bousquet dans sa chambre en 1946. Voilà. Et c'est écrit justement par Jean Ballard, Joël Bousquet, le survivant. Parmi ceux dont notre revue commémore avec ferveur le souvenir, Joël Bousquet tient une place éminente. Venu à notre équipe grâce à André Gaillard, vers 1930, il y a représenté une certaine permanence de l'esprit surréaliste, mais avec un apport traditionnel du trop barclus, et aussi une certaine nostalgie de la gnose cathare qu'il tenait de ses origines languedociennes. Il y a eu le 28 septembre, 11 ans qu'il est mort, pendant lesquels sa pensée n'a cessé de grandir dans le cœur de ses amis, de s'imposer à eux par ses dons singuliers. Il était né à Narbonne le 19 mars 1897, mais était venu à Carcassonne dès l'âge de 3 ans. Le reste, une cinquantaine d'années, il les a passés dans une contrée connue de lui seul. C'est dans cette double appartenance au monde du réel et à celui du rêve que s'est accompli le plus étrange destin. Lui-même a dit longuement ce que furent son enfance et son adolescence, la substance qui a trouvé sa vie d'infirme, un perpétuel balancement de sa pensée entre le souvenir et le songe. On sait ce qui réduisit le jeune homme robuste, avide d'aventure, brûlant d'audace et de générosité à cette vie d'épreuve. Le souci d'une santé si précaire qu'elle tenait du miracle a multiplié, dirait-on, l'énergie de ce mort vivant, qui a puisé dans son amour de la vie une surhumaine volonté pour oublier les mortifications de son état. Mobilisé en 1916 au 156e RI, il est grièvement blessé à la colonne vertébrale à l'attaque du Bois-le-Prêtre le 27 mai 1918, à quelques mois de l'armistice, et laissé pour mort. Après un an passé à l'hôpital américain de Ris-Orangis, où on ose l'opérer de peur de lui ôter la vie, il ne retrouve de valide qu'une moitié de son corps. L'autre, malgré les soins, dut être abandonné à une vie réflexe anémiée. Elle lui causait d'ailleurs de perpétuels tourments, des spasmes, de grands frissons, des douleurs. Il se mettait alors à trembler de tous ses membres et se plaignait d'un froid intense. Mais son courage était tel qu'il se maîtrisait devant les visiteurs et n'en continuait pas moins l'entretien en cours. Je reviendrai sur cette blessure parce qu'il y a un truc totalement incroyable quand même. Et vous verrez, je ne vous en parle pas encore. Je ne dis pas ils m'ont donné le bonheur. L'acte de donner suppose que l'on peut reprendre. Or, la forme de ce qu'ils me donnaient leur ôtait le pouvoir de me le retirer. Ils ne m'ont pas donné le bonheur. Ils m'ont fait le père de mon bonheur. Et ça, c'est les différentes rencontres que Joël Bousquet avait dans sa chambre. Lire Joël Bousquet ressemble à une course au trésor. L'empêchement a mis au monde chez lui des facultés nouvelles dont nous n'avons pas fini d'explorer les ramifications. Inépuisable est le contenu. Et ça, merci beaucoup Jacqueline, parce que c'est totalement inépuisable, je suis d'accord. Donc il collabore à de nombreuses revues, non seulement par des textes personnels, mais par des critiques que sa vaste culture lui permet de situer dans un champ littéraire plus étendu et de rattacher à des courants oubliés ou non encore décelés. Entre 1925 et 1950, il écrit un nombre impressionnant de critiques littéraires, poétiques ou philosophiques dans une trentaine de revues, dont la principale sera, comme je vous l'ai dit, Les Cahiers du Sud. Quelque chose d'essentiel se passe dans cette chambre, aussi mystérieux et insaisissable que la réflexion de la lumière dans la goutte d'eau. Il s'agit précisément d'une question de réflexion.
L'extérieur amical, amoureux et intellectuel, se voit réfléchi par sa rencontre avec le monde intérieur du poète. Ceux qui en repartent sont changés, comme frappés de stupeur après l'intrusion dans l'espace magique. À la porte, ils déposent leurs bagages inutiles, leurs vaines préoccupations, leurs sacs de vanité pour rassembler leurs forces vives et ils entrent. Je ne saurais oublier cette exaltation qui me tenait hésitant au seuil de la chambre secrète de Carcassonne. Là, hors du temps, rayonnait dans l'ombre une paix conquise sur la plus atroce défaite. J'imaginais une autre chambre, fermée elle aussi au monde, et où la recherche d'un salut par la poésie s'était de même prodigieusement jouée. La chambre de Proust. Paul Valéry, André Gide, Aragon, Julien Benda, Jean Paulhan, Paul Éluard, Joseph Delteil, Simone Veil pousseront un jour la porte du 53 rue de Verdun. Mais aussi Max Ernst, Hans Bellmer, Chagall, Delaunay, Magritte, Soutine et tant d'autres. Les amis se glissent dans la pièce où un homme vit plus intensément que nulle part ailleurs. Pour l'atteindre, ils empruntent l'escalier de service, longent par l'office le mur de l'alcôve où gît le poète et pénètrent directement dans la pièce. Cet accès réservé aux intimes est ressenti par eux comme une marque de profonde amitié. Je vais vous lire un petit extrait de Le Roi du sel de Joël Bousquet, qui vient également de la bibliothèque de Jacqueline. Ce qui est assez incroyable dans Joël Bousquet, c'est qu'il était dans son lit, il ne bougeait pas, il était dans cette chambre fermée et il était ailleurs. Il avait dans sa tête, il avait tout en fait. C'est vraiment fabuleux. Un village du Midi Noir. Le train s'est arrêté au bord de la mer, devant une baraque entourée de tamaris, qui semble le rendez-vous des eaux et des vents. Cette halte ne voit pas le village, mais un bout de sentier en cherche la route entre des joncs et des roseaux qui montent plus haut que les pins. Pas plus que la voie ferrée, l'artère départementale ne mène à Saint-Soury. Détournée de la gare, elle ignore aussi la bourgade qui, du pied de la montagne, lui expédie un plat chemin que ses maisons ne suivent pas loin. À l'embranchement, deux constructions isolées tournent leurs fenêtres vers le village dont elles ne voient que le clocher, avec son horloge. Un ancien caboulot où un crime a été commis, une usine rouillée où s'amoncelle le romarin qu'on y traitait naguère et qui mêle à l'odeur de sel et de l'anguille le soleil évanoui des herbes distillées. Le vent d'ouest a fait ce pays. Il en a dissipé l'humus. Aux habitants qu'il parquait contre la colline, a abandonné quelques étangs taris payant leur minime labeur avec la vendange de ces terres pleurées. Ces fils de marins enterrent leurs morts au faîte de la colline, face à l'extrême horizon. Leurs demeures sont bâties de roches noires, marbrées de lueurs qu'il faut arracher aux veines du calcaire. Ils édifient eux-mêmes les murs de pierre sèche qui séparent leurs jardinets où chaque vigneron surveille un laurier rose. Le soleil qui épanouit cette fleur marque la date des labours. Ils ont tenu la route à distance et leurs rues appartiennent aux morveux, aux commérages, aux chèvres qui regagnent seuls leurs étables. Redoutant la fumée autant que la mer, ils ont relégué la voie ferrée au bord des vagues, sur le rivage le plus lointain des étangs, une lagune qu'un raz-de-marée déplace quelquefois ou allège de quelques voyageurs. Saint-Soury ne s'émeut qu'à ce qu'il aurait su prévoir, mais de ce qu'on y raconte, dans son patois qui chante, toujours s'émerveille. Un paysage plat comme l'eau. Tout s'y étale, tout y est caché. De très loin, on voit l'heure du clocher de cette bourgade qu'on ne voit pas. Les chemins se démêlent sous les pieds du passant, s'effacent derrière lui. Il faut les yeux d'un oiseau pour le suivre jusqu'à la route. Après, celui qui veut quitter le pays
marche 1 heure avec les arbres, se jette enfin au milieu des joncs et droit vers la mer où la gare siffle, haute, aveugle, comme un phare mort. S'imaginer toutes ces descriptions alors qu'il est dans son lit, c'est incroyable. Je continue. Alors. Écoutez ce truc complètement fou. Je vous ai dit que Max Ernst venait dans sa chambre. En parlant avec Max Ernst, Joe Bousquet découvre un fait surprenant. Le peintre qui a fait la guerre de 1914 se trouvait en 1918 lieutenant dans le bataillon des Ardennes qui faisait exactement face à celui de Bousquet. Si ce n'est Max Ernst lui-même, c'est l'un de ces hommes qui a tiré la balle fatale. Le peintre a très probablement vu, lors de ce dramatique affrontement du mont Kemmel, les soldats français en train d'emporter leur jeune officier blessé. Cette connaissance commune du même front, cette rencontre si peu fortuite, feront écrire à Bousquet dans une lettre à son ami « Grâce à toi, ma blessure et ma mutilation n'ont plus été qu'un incident sans importance sur le chemin où nous devions nous rencontrer après la rencontre manquée de Vailly en 1918, 27 mai. » C'est fou quand même. C'est quand même... C'est se dire, ce gars qui est bloqué dans sa chambre toute sa vie, qui va rencontrer Max Ernst, et en fait qui peut-être lui a tiré dessus, enfin, ou au moins quelqu'un de son bataillon. Et là on voit vraiment quand même la bêtise de la guerre, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bon. Une anecdote assez significative lui a mis la puce à l'oreille. Un jour, Éluard regardait avec lui sa bibliothèque, horrifié par l'état de ses livres, dont beaucoup d'exemplaires se trouvaient débrochés et couverts d'annotations qui n'étaient pas toutes de sa main. « Les livres sont un aliment », lui fait doucement remarquer Joe Bousquet, ajoutant qu'il n'a pas l'instinct de propriété. « Moi, pour ces choses-là, je l'ai, » lui répond Éluard. Et Bousquet de songer et d'écrire qu'il y aurait un coup d'état psychologique à accomplir. Il y avait beaucoup d'humour. Ma vie avait des yeux d'eau vive, passez, prête-moi ton sommeil, la connaissance du soir. Comme Joe Bousquet doit être heureux de t'entendre. Merci Jacques. Mais c'est grâce à toi, hein, tu sais. Je ne connaissais pas du tout Joe Bousquet avant. Donc je vous ai dit que, voilà, prête-moi ton sommeil, Joe Bousquet dans son lit. Jacqueline m'a fait découvrir aussi un poète magnifique qui est Yanis Ritsos et le chant de ma sœur. J'ai pensé à Joe Bousquet en lisant cet extrait qui est écrit en bilingue, en français et en grec. Je vous lirai juste le français, je ne connais pas le grec. Ma sœur, un trait de lumière insiste tout autour notre portail fermé. La guérison inonde de roulements marins le vent arrêté. Une mouche dorée dérange les vitres fermées. Le soleil se déverse dans le désordre de la chambre et sa vibration intolérable nous domine. Quelle main de bénédiction dessina son ombre sur les murs froids? Voici le trophée de la vie au-dessus des génuflexions. Voici l'étendard du printemps au-dessus des tombeaux. Les draps convulsés se redressent, voiles au bateau. Le lit se met en mouvement. Souffle, dilatation qui absorbe. J'obéis au commandement, j'ouvre les bras et j'accueille l'irrésistible. Les beaux visages des femmes défilent, lumineux cortège sur ma chair. Météore,
Les matineuses hirondelles retirent les mains du brouillard de mon front. Je ne peux plus pleurer. Le chant m'a conquis. Le chant m'a offert la victoire. Voilà. Petit clin d'œil à Yannis Petsos en lisant Joël Bousquet. Passez, prête-moi ton sommeil. Aux heures où Carcassonne est endormi, un homme veille et travaille jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que le stylo lui tombe des mains. Devant lui, ses cahiers de couleur, bleu ou rabane, un tissu fait de raffia, pour les notes, saumon pour les points de vue sur la littérature, noir pour les écrits érotiques, blanc pour la mystique. Il saisit l'un ou l'autre selon le moment et l'inspiration. 5 registres différents s'y distinguent: les contes, les poèmes, les anecdotes, les portraits et le journal qui accompagne toute sa recherche. Ces registres jouent tous ensemble. Les anecdotes côtoient les réflexions, les analyses, les pensées mystiques dans son journal ininterrompu. Ce sont des kyrielles de réflexion qui défilent et s'enchaînent sur un ton tantôt méditatif, tantôt fulgurant. Je dois bien t'avouer que je ne vois qu'une solution. Que tu refasses le livre de fond en comble à partir, non comme la palme, d'événements poétiques, mais d'événements réels. Et ne t'inquiète pas, la poésie, puisque tu es là, y sera elle aussi toujours. Si tu ne me donnes pas raison, je rendrai simplement le manuscrit à Gégé en lui demandant de le publier au plus tôt. Et ça, c'était assez amusant en fait. C'était avec Jean Paulhan. Son sens de l'ironie s'exerce avec bonheur à propos de certains de ses visiteurs. D'une bourgeoisie de la ville d'une bourgeoise de la ville venue accompagner ses 2 filles chez lui, il écrit: elle avait les yeux bleus cuits, une bouche immangeable, une face passée à la lessive et prête à faire de la dignité avec n'importe quoi. On aurait dit qu'elle était fière d'avoir les moyens d'éternuer. Une tête vraiment à se faire enterrer avec son dentier. Et c'est alors qu'il décide de décrire cette vie provinciale dans un cahier spécifique, le cahier brun. Première étape, vertement critiquée par Paulhan, de ce qui deviendra le médisant par bonté. Et là, je vais vous lire dans les poèmes de Samuel Beckett, qui viennent également de chez Jacqueline, suivi de Mirlitonade. Je vais vous lire un petit passage où le corps de Bousquet m'a fait résonner. Que ferais-je sans ce monde sans visage, sans question, où être ne dure qu'un instant, où chaque instant verse dans le vide, dans l'oubli d'avoir été, sans cette onde où, à la fin, corps et ombres ensemble s'engloutissent. Que ferais-je sans ce silence gouffre des murmures haletant furieux vers le secours, vers l'amour, sans ce ciel qui s'élève sur la poussière de céleste? Que ferais-je? Je ferais comme hier, comme aujourd'hui, regardant par mon hublot si je ne suis pas seul, à errer et à virer loin de toute vie, dans un espace pantin, sans voix, parmi les voix, enfermées avec moi. On pourrait dire que c'est Bousquet qui a écrit ça. Enfin, c'est vraiment très surprenant ce texte de Beckett. Je ne sais plus si dans la biographie, j'ai trouvé des extraits de ce passage, mais Bousquet a eu aussi des grands amours, dont une jeune fille qui venait le voir la nuit, qui s'échappait de chez elle jusqu'à ses 25 ans, l'âge de la majorité, pour le voir. Et
qui s'allongeait avec lui. Et, enfin, voilà, c'est vraiment une beauté. Et Bousquet était là, un petit peu comme elle, c'était un peu la muse. Et puis lui, il était là pour lui donner des conseils dans sa vie et aussi dans sa vie amoureuse. Elle se maria un peu plus tard. Et puis voilà, euh, c'était comme ça. Alors, non, ça c'était pas 17, j'en suis là. Pardon. Traduit du silence. Alors, traduit du silence, en fait, c'est voilà, c'est ce livre qui vient également de chez Jacqueline. J'ai la bibliothèque de Jacqueline ici. Hein. Si vous voulez voir la bibliothèque de Jacqueline, il y en a une partie là quand même. Bousquet avait confié 4 de ses. Et vous allez voir l'histoire de ce bouquin, c'est incroyable quand même. Enfin, moi je trouve ça, en tant qu'éditeur, ça me pose des questions. Bousquet avait confié 4 de ses cahiers à Jean Paulhan en lui laissant libre cours pour en faire ce qu'il voulait, acceptant que l'éditeur en tire un livre. Lourde responsabilité. En 1941, paru chez Gallimard, Traduit du silence, un recueil de pensées dans lequel se trouve rassemblée la substance des méditations du poète. Si on en croit la lettre qu'il écrivit au chanoine Sarraute au mois d'août 1942, Joël Bousquet fut très surpris de ce livre dont il n'avait pas corrigé les épreuves, qui fut publié d'une certaine façon à son insu. Il le découvrit un beau matin sur son lit, le facteur l'avait apporté quelques jours plus tôt en même temps que d'autres services de presse, et Joël Bousquet avait négligé d'ouvrir le paquet. Paulhan se proposait de publier mes cahiers sans moi, j'avais accepté, écrit Joël Bousquet. Il avait en effet remis 4 cahiers, dont par mégarde l'un de ses cahiers noirs. Il s'en aperçut plus tard et n'y prêta pas grande importance, certain que Gallimard lui soumettrait les épreuves ou lui demanderait au moins sur sa signature sur le bon à tirer. Il n'en fut rien. Mais il se résolut assez facilement à se montrer tel qu'il était. On me jugera sur un livre que je n'ai écrit que pour moi. Adieu, Vatte. En dépit de ce consentement tacite lorsqu'il reçut le livre, sa gêne fut grande de voir publier ces lignes qu'il n'avait jamais relues et auxquelles il trouvait une allure grimaçante et un peu diabolique. C'est en définitive dans ce livre que se trouvent réunis les aphorismes et les pensées si particulières au poète. Dans leur fulgurance souvent enveloppée de tristesse ou de peine à exister, lesquels reçoivent une rédemption possible dans l'amitié et dans l'amour. Je trouve ça incroyable. Bon, après, c'était leur coup d'essai, parce qu'ils continuent. Enfin, je veux dire, publier les manuscrits de Céline non corrigés, enfin, ils s'en foutent. Hein. Je suis triste. Ma tristesse est celle d'un homme qui serait dans sa prison, prisonnier des ténèbres. On dirait que mes sens vivent dans un autre monde que ma pensée. Le bruit de la pluie a recommencé pendant que je bavardais avec A, mesuré, calculé presque, évoquant dans la pensée inquiète d'une inondation le froissement d'un pas prudent dans une allée de plantes grasses. Nous parlions plus bas que d'habitude, mais sans interruption, comme si le silence nous avait fait peur. Je craignais l'instant où ma solitude ressusciterait mon désir de fumer. Enfin voilà 1 heure du matin. Il y a devant moi comme une épaisse foule à retraverser toute une masse de sommeil pleine de songes inconnus. Je m'interroge, je me tâte, je ne sais par quel bout me saisir. De quoi suis-je donc tant en peine que je ne sais comment nommer? Ma solitude est comme le silence d'un lieu dévasté. Je me trouve sur une courbe de ma vie où je perçois le temps comme une menace. Et ce soir, je ne pouvais pas regarder ma mère sans que ses yeux, qu'elle a très beaux, se remplissent de larmes. Comme si l'on avait soudain changé le sens de ma vie à mon insu. Et que quelque chose en moi se trouve avoué à la déception par le lendemain inattendu dont sera suivi le cadre actuel de mon attente. Oh,
peine inconsistante et sans forme, impossible à secouer? Est-ce que le désespoir de Francine me touche, atterre ma pensée devant une déchéance physique que mon abandon a précipitée? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Toujours est-il que je ne reconnais plus ma chambre, que mes pensées ne me reconnaissent plus. De tous les événements évoqués, par toutes les conversations que j'entends, je suis séparé par un abîme d'indifférence. Il est étrange que cette disposition bizarre ait eu sa source dans un rêve dont l'horreur voulait revivre dans une pensée de mort, dans la pensée qu'à ce jour de pluie et ce monde brouillé, il n'y avait rien à changer pour qu'il soit le monde et le symbole de mon absence. On dirait vraiment qu'un mort a choisi mon cœur pour y regretter le jour. Cette poésie incroyable de Joël Bousquet. C'est des phrases inoubliables. Alors, il rencontre Bellemare qui a fait ce portrait buste de Joël Bousquet. Et l'attrait fulgurant pour l'œuvre de Bellemare ne durera pas. À partir de 1946, Bellemare commence à l'ennuyer par ses plaintes continuelles et ses provocations. Installé à Carcassonne depuis 1944, il vit à la charge de Joël Bousquet, qui l'entretient et lui trouve des commandes auprès de ses amis. Peu à peu, Bousquet se lasse. Dans une lettre d'août 1946, il exprime un profond agacement devant le manque de rigueur de Bellemare vis-à-vis de son œuvre. Votre inconscient ne veut pas que vos dessins vous quittent. Vous les exécutez sur un papier qui les voue à une prompte destruction. Même vos portraits, vous les faites sur un papier trop fragile. Cela déplaît, ce qui vous plaît. Quelques lignes plus loin, Bousquet lui reproche ses goûts de bourgeois. J'ai, pardonnez-moi, rigolé comme un templier en lisant que votre chambre au terminus vous coûtait 1000 francs par semaine avec petit déjeuner. Qu'est-ce que le petit déjeuner? Écoutez cet aveu. Je n'ai depuis l'âge de 18 ans jamais déjeuné. Par mépris. Pour de pauvres types de professeurs célibataires que cette question imbécile empoisonnée. Réchaud dans la chambre, chocolat, café à moudre, à se marrer. Eussé-je été 100 fois millionnaire, plutôt que de me laisser emmerder par cette habitude de j'aurais préféré garder dans ma poche un crouton de mon dernier dîner. Je nie ce qui est sans importance. Et rien n'a d'importance sinon ma culture, mon œuvre où mes amitiés et mes amours sont compris. Un artiste, c'est avant tout une force. Il me semble que le mot petit déjeuner me ferait tomber raide. Pratiquement. Édifiez un plan pour vivre sur des ressources normales. Ne vous condamnez pas vous-même en vous définissant par les misérables exigences d'une vie bourgeoise. Si vous ne vous armez pas de ces certitudes, vous êtes compromis dans vos possibilités créatrices. Un peu plus tard, il fera ce constat. Bellemare me fatigue. Le même Bellemare a dessiné en 1945 un admirable portrait de Joël Bousquet, dont le visage méditatif semble émerger du magma. Voilà. Mais il ne se privait pas de dire ce qu'il pensait. Je vais. Alors, mon amie Jacqueline m'a fait découvrir un poète que je ne connaissais pas du tout, mais même jamais entendu parler, comme quoi ça sert à rien d'avoir été libraire pendant plus de 20 ans, et puis d'être dans les livres tout le temps. André-Pierre de Mondiargue, 5e cahier de poésie, Ruisseau des solitudes, suivi de Jacinthe et de Chapeau Gaga chez Gallimard. Alors je suis en train de le lire, mais je vais vous lire juste un poème que j'ai trouvé très beau, qui parle du poète. Le poète soumis en paix qu'il pèse du dictionnaire à l'égout. Parfois, la poudre noircit l'autre dans un éclat de train, brusque. Ou bien, sous forme de ces mots, il est offert aux flammes, mais toute eau courante l'épouse pour le porter dans l'immense. Sa cendre à lui, son trouble à elle, l'ombre rouge et la clarté perse sauront éteindre et rallumer le grand brasier prophétique ou lui le rail de l'histoire. C'est très très beau. Hein. Moi je trouve. Et juste en face, il y a Variante.
Un jour, le jour tournera comme une page, et je saurai la vraie couleur du jour. Un jour, le jour s'ouvrira comme un œil, et je verrai la vraie couleur du jour. Voilà. André-Pierre de Mondiac, je me réjouis de continuer à le découvrir, à le lire. Merci Jacqueline pour cette magnifique découverte, une de plus. Enfin, c'est phénoménal, tout ce que Jacqueline me porte. Alors, en 1938, il écrit, enfin, en 1900, ce passage, en fait, c'est en 1938. En décantant son langage, le poète est animé d'une intention très précise, en s'en tenant désormais à une description sèche de faits hautement significatifs. Il désire s'approcher plus encore du réel. La réalité est toute dans chaque objet. Pour s'en apercevoir, saisir la réalité dans une de ces visions qui ne laisse rien hors d'elle, un langage entier. Il avait écrit à Maurice Blanchard: par les biais les plus singuliers, je vais des langues anciennes aux expressions les plus neuves de la vie des rues. Je cherche un langage. Ouais. C'était un grand chercheur, mais un grand découvreur quand même. Bousquet avait une réticence profonde à se dire poète, avec rimes et rythmes, à la manière des grands qui l'entouraient, Éluard, Valéry ou Aragon. Dans une lettre à Louis Émier, il précise que l'on écrit en vers ce à quoi on ne veut pas qu'un mot soit changé. Ce qui laisse à penser qu'il ne souhaitait pas une minéralisation de ses écrits. Et c'est très surprenant parce que, tout de même, en 1945, il écrit: en cherchant mon cœur dans le noir, mes yeux cristal de ce que j'aime s'entourent de moi sans me voir. Oh là, il faut que je commence. Excusez-moi. Donc, en 1945, il va écrire des sonnets, des quatrains. En cherchant mon cœur dans le noir, mes yeux cristal de ce que j'aime s'entourent de moi sans me voir. Possédant ce que je suis, je saurais sur toute chose que la chambre où je grandis dans mon cœur était enclose. Mon cœur ouvert de toutes parts, et l'effroi du jour que je pleure, d'un mal sans fin, mourant trop tard, je ne fus rien que par hasard, prier commentaire sur l'heure. Voilà. Ça c'était en 1945. Joël Bousquet entre dans une période de grande souffrance physique. À partir de 1947, les crises d'urémie se font plus fréquentes et de plus en plus graves. Il en relève les détails avec un souci de précision extrême, habité par la conviction que ce corps observé, le sien, le portera toujours plus loin dans l'inconnu. L'immense tâche qui consistait dès le moment de la blessure à se réincorporer n'est pas finie. Il s'y appliquera jusqu'à son dernier souffle. Il s'agit beaucoup plus d'entrer dans son corps que d'en sortir. Le vrai problème mystique, y compris l'instant de la mort, c'est la naturalisation de l'âme, écrit-il dans son dernier recueil, Les Notes d'inconnaissance, dont le titre n'est pas sans évoquer le grand texte mystique du XIVe, Le nuage d'inconnaissance, écrit par un auteur anglais dont l'identité nous est inconnue. Et puis, je voulais vous lire, est-ce que c'est là ? Je vais vous lire un texte que j'ai trouvé très beau. J'ai pensé, tout à l'heure je vous parlais de ces amours platoniques pour certains et un peu plus sensuels pour d'autres. Et il y a ce poème de Yanis Ritsos, Quand vient l'étranger, toujours un livre qui vient de chez Jacqueline, Échange. On mit la charrue dans le champ, on apporta le champ à la maison. Un échange interminable façonnait la signification des choses. La femme changea de place avec l'hirondelle. Elle s'installa dans le nid et se mit à gazouiller.
L'hirondelle s'installa à son métier et tissa des étoiles, des oiseaux, des poissons, des fleurs et des voiliers. Si tu savais comme ta bouche est belle, tu m'embrasserais sur les yeux pour m'empêcher de la voir. Il y a une famille, hein. Il y a une famille, Ritsos-Bousquet, c'est quand même des immenses poètes. Les derniers jours, il est ramené chez lui. Sa sœur et ses amis le veillent. Ferdinand Alquier, James Dussolier sont là. Comme il souffre beaucoup, le médecin lui propose un calmant qu'il refuse. Il a interrompu l'opium, toujours désireux de mourir en pleine clarté. Sa mère, disparue quelques mois auparavant, n'avait aucune crainte de la mort. Lui non plus. Il n'a pas peur. Il est serein. Ce n'est pas un péril pour moi de fermer les yeux, de me fermer. Quelques jours auparavant, il écrivait à Jean Paulhan qu'il avait une liberté et un bonheur tel que ce ne serait pas trop pour les payer de la perte de sa santé. Et Paulhan se demandait si cette liberté et ce bonheur n'étaient pas dus justement à la perte de sa santé. Dans la matinée du 29 septembre, vers 11 heures, il réclame qu'on lui fasse sa toilette. Au moment où sa sœur et l'infirmière le tournent sur le côté, il a un râle et d'un visage souriant et délivré, il s'éteint dans les bras de sa sœur. La dernière ligne de son journal comporte ces mots. Ne plus être. C'est trop difficile d'exister. Le long combat avait pris fin, sans capitulation, dans la simplicité et la rectitude d'une vie tenue à bout de bras. Son refus de la forme, jusqu'à celle d'une religion, restait intact. De même, son vœu de mourir dans le sein de la religion qu'il avait fait naître, non certes pas un retournement de dernière minute, mais par un désir rigoureux d'être rendu en toute fin à son terreau spirituel. Et je vais vous lire un petit extrait des Quai Saint-John Perse. Pareil, bibliothèque Jacqueline, on appelle ça. Enfin, je la nomme cette bibliothèque. Mais après, j'ai plus de place. Je sais pas comment je vais faire. Moi, j'ai trouvé de la place. Mais ils vont rester ensemble, ça, c'est sûr. Au point d'hypnose, d'un œil immense, habité par le peintre, comme l'œil même du cyclone en course, toutes choses rapportées à leur cause lointaine, et tout feu se croisant, c'est l'unité enfin renouée, et le divers réconcilié. Après telle et si longue consommation du vol, c'est la grande ronde d'oiseaux peints sur la roue zodiacale, et le rassemblement d'une famille entière d'ailes dans le vent jaune, comme une seule et vaste hélice en quête de ses pales. Plus qu'ils ne volent, ils viennent à part entière aux délices de l'être. Oiseaux du plus long jour et du plus long repos, avec leur front de nouveau-né, ou de dauphins des fables. Voilà. Je trouvais que cet envol de Joël Bousquet méritait Saint-John Perse. Allez, on a bientôt terminé le début, parce qu'en fait, c'est que le début. J'espère que vous lirez Joël Bousquet. Vous en trouverez rarement en librairie. Et vous pouvez en commander, il y en a encore de disponibles. Encore des livres de disponibles. Et puis, j'ai pas fini d'en parler. Pour lui, et là on arrive un petit peu à ce que je disais au début, on retrouve le début. Pour lui, le moi n'avait aucune importance. Ce n'était que de la graisse. De même que les habitudes et les codes sociaux, tant il se sentait traversé par une force poétique tragique sans doute, tant il se sentait l'instrument d'un ineffable à formuler de toute nécessité. Un ineffable à formuler de toute nécessité. Elle est magnifique cette biographie. C'est Édith de la Héronnière, mais c'est vraiment, elle a vraiment, enfin bravo quoi. Envoi. Au crépuscule d'une vie en poésie, revient souvent sous la plume de poète un mot que l'on ne s'attend guère à rencontrer dans ses écrits. Il n'a généralement pas bonne presse en matière de littérature ou de philosophie,
parce qu'il recouvre des notions plutôt hostiles à la vie de l'esprit. Confort, certitude, anti-romantisme, anti-tragédie, tranquillité, paix des sens et paix du cœur, le contraire de la grande inquiétude philosophique, source de questions et d'aventures intérieures. Ce mot, souvent associé aux œillères offertes par l'égoïsme, dans le domaine moral, par le confort, dans le domaine affectif, par la sclérose, voire la régression, dans le domaine de la pensée, vient tout naturellement se poser dans les écrits, et y prend sa place avec l'infinie discrétion de l'évidence. Bonheur. Présage d'abord, puis chance. Bonne chance, bonne fortune. Sort favorable, bonheur. Le mot ne pouvait chez Joël Bousquet recevoir d'acceptation plus fidèle à son étymologie. Là gît peut-être la clé d'un destin, chez un homme qui a trouvé sa vie, après l'avoir longuement, obstinément, désespérément cherché, et non seulement trouvé, mais reconnu comme le trésor qu'il abritait en son cœur depuis toujours. Peu à peu, le mot bonheur a investi les écrits de Bousquet jusqu'à ce constat. Cette terrible épreuve était l'aube d'un bonheur profond, illimité, et si vraiment étourdissant qu'il se demandait quelquefois si la tristesse d'adolescent, loin d'être l'instinct, la sensibilité au malheur, n'en était pas la nostalgie. Ce bonheur ne ressemble à rien de connu. Il est celui de l'homme à qui sa vie appartient, l'homme parvenu à se comprendre intégralement dans son existence vécue au double sens du verbe comprendre. Il s'inclut dans sa propre existence et il a l'intelligence de sa situation. Il est parvenu à l'essence du bonheur, dénué de toute image, lavé de toute représentation, un bonheur auquel plus aucun lambeau d'adjectif ne s'accroche, un bonheur traduit du silence. Et je vous propose pour terminer bisous Jacqueline. Merci. Merci à toi. C'est grâce à toi que je peux lire ce soir. Je vais vous souhaiter. Je suis très touché. Dans l'amour, jadis, et au cours de mes nuits d'ivresse, il n'y a pas si longtemps, avec un enthousiasme délirant, j'ai senti bien des fois ce que c'était que la parole. Chaque jour grandit en moi l'ardeur qui me pousse à changer mes sensations en vérité. Il ne peut y avoir qu'une réussite de cette nature pour m'apporter la paix. Rien ne peut être considéré comme trouvé tant que l'on se sent capable de l'oublier. Et longtemps, j'ai pu me convaincre qu'une chose apportée par la vie devait nécessairement l'effacer. Brusquement, l'espoir est venu. Je ne sais d'où. Vraiment, j'ai, à ma façon, mis ma foi en une espèce de grâce. Au point le plus ardu de notre recherche de la vérité, on dirait que la vérité se doit de venir à notre secours et par un miracle inanalysable se manifester soudain sous la force même que nous venons de lui donner. Oui, je sais cela. L'intuition doit un jour faire place à la vérité. Il vient un moment où la parole s'enfonce pour y laisser sa trace dans l'incorruptible. Notre pensée devient impersonnelle. On dirait que ce que nous créons se trouve assez grand pour se passer de nous et révèle sa grandeur en pensant à nous supprimer. Je vous souhaite une belle soirée, que ces mots de Joël Bousquet résonnent en vous, de belles lectures. Normalement, on se retrouve mardi prochain pour un Twitch où là, j'irai plus sur les ouvrages que j'ai eus au marché de la poésie, en dehors de ceux de Jacqueline, et les rencontres que j'ai faites. Voilà. Et je vous embrasse très fort. Merci à toutes et à tous. Et puis, sur le lien que j'ai mis au tout début du Twitch, demain, vous aurez une vidéo YouTube avec toutes les sources des livres que j'ai cités ou les extraits que j'ai lus. Je vous remercie toutes et tous, je vous embrasse et je vous souhaite